Les installations de transport aérien sont des éléments forts de cette activité économique. Elles s'inscrivent dans une dynamique complexe et sont souvent des piliers du développement économique régional. La QTA suggère donc d'intégrer au projet de loi les considérations nécessaires pour les différents modes de transport dans l'aménagement du territoire. Ainsi, le Québec se doterait d'une loi favorisant un développement économique et social qui sera viable à long terme. Le développement économique du Québec est intimement relié à celui de l'industrie du transport aérien. Cette réalité s'explique, entre autres, par les caractéristiques géographiques de notre territoire, que ce soit pour obtenir un accès aux millions de lacs et au territoire du Grand Nord, ou pour supporter le développement régional et desservir des grands centres. Le transport aérien agit à titre de multiplicateur économique. Une étude économique est présentement en cours et financée en partenariat avec l'industrie et le gouvernement du Québec pour évaluer la part de cette industrie. Le transport aérien et plus spécifiquement les aéroports sont une porte vers notre monde. L'industrie de l'aérospatiale, qui utilise les installations aéroportuaires, a généré un chiffre d'affaires de 10,9 milliards l'an dernier, dont 80 % en provenance de l'exportation. Loin des grands centres, les aéroports sont perçus comme des moteurs de croissance économique. Les oppositions ou les plaintes relatives au bruit des aéronefs sont très rares. En milieu urbain, les autorités ont le devoir de composer avec d'autres variables. Ils doivent, entre autres, conjuguer l'urbanisation au développement des activités de transport aérien et assurer une cohabitation harmonieuse. Les installations aéroportuaires sont au cœur d'un système complexe de transport aérien reliant les aéroports, les centres de formation, les centres de services et d'entretien et les opérateurs offrant un service de travail aérien, de taxi ou de ligne aérienne. Une action sur un seul de ces piliers de l'industrie a des répercussions en chaîne qu'il faut être capable de prévoir. La problématique d'aménagement autour d'un aéroport n'est pas nouvelle. L'importance de tenir compte d'une réalité complexe est essentielle au développement du transport aérien au Québec. En ce sens, il n'est pas possible de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé, sécuritaire et favorable à la conservation de certains habitats, à la santé publique et à l'exercice des activités économiques, sans tenir compte de la composante du transport aérien. L'activité aérienne génère un niveau sonore qui peut parfois incommoder la population lorsque celle-ci se situe trop près des installations. C'est pour cette raison qu'en 2007, l'Organisation de l'aviation civile internationale a réitéré son engagement à promouvoir la notion d'approche équilibrée dans la gestion du bruit relativement aux activités aériennes. Selon l'approche équilibrée, les solutions aux problèmes de cohabitation près des aéroports doivent être adressées en considérant dans l'ordre, donc du plus important au moins important, les 4 axes suivants. Nous parlons de la réduction du bruit à la source, donc les caractéristiques des aéronefs eux-mêmes. La planification et la gestion de l'utilisation des terrains. Nous parlons donc ainsi de la raison d'être de l'avant-projet de loi. Les procédures opérationnelles, et les restrictions à l'exploitation et les limitations aux opérations. Nous constatons que la planification et la gestion de l'utilisation des terrains est un élément fondamental de la gestion du bruit relié aux activités aériennes. C'est ainsi que l'on pourra parvenir à une cohabitation harmonieuse. Le principe est très simple. Sa mise en application l'est toutefois moins. La planification et la gestion de l'utilisation des terrains nécessitent la réalisation d'études soignées. Le Canada, encore une fois, qui est signataire de la Convention de Chicago, s'engage à appliquer les lignes de conduite édictées par l'OACI. Transport Canada a publié un guide, le TF 1247F, qui porte spécifiquement sur la gestion des terrains situés près des installations aéroportuaires. Ce guide propose des mesures visant à assurer l'intégration harmonieuse des aéroports dans l'environnement et rejoint donc les principes proposés par l'avant-projet de loi visé par la présente consultation. Transport Canada recommande une utilisation compatible des terrains et des projets de construction résidentielle dans les secteurs affectés par le bruit des aéronefs. Un terrain situé à l'intérieur d'une courbe NEF, donc on parle de courbe sonore, supérieure à NEF 30, ne permettra pas de cohabitation harmonieuse avec la création d'une zone résidentielle. Bien que le transport aérien soit une compétence fédérale,
Il va de soi que la gestion des terrains est de compétence provinciale. Cette réalité provoque une problématique importante lorsque les instances compétentes en aménagement ne tiennent pas compte de la dynamique des installations aéroportuaires et du caractère cyclique des opérations aériennes. Maximiser l'utilisation du territoire sans tenir compte de l'intégration des infrastructures aéroportuaires peut avoir des conséquences importantes. Ceci peut engendrer le mécontentement des résidents et avoir un impact sur la santé publique. À moyen terme, c'est la pérennité des opérations aériennes et la croissance économique régionale qui risquent d'être affectées. Parlons maintenant de l'aéroport de Saint-Hubert. Le dossier de l'aéroport de Saint-Hubert est un bon exemple d'un aménagement du territoire qui n'a pas respecté les lignes directrices qui auraient permis une cohabitation harmonieuse. L'aéroport de Saint-Hubert a été fondé en 1927 et l'un des premiers aéroports au Canada. Il a été construit dans un secteur inhabité. Il s'agit présentement d'une composante stratégique du transport aérien au Québec. C'est l'aéroport qui regroupe le plus d'unités de formation en pilotage au Québec. On y forme annuellement près de 400 pilotes, dont 180 pilotes commerciaux. Ces centres de formation attirent dans la région 250 étudiants étrangers, ce qui représente un investissement direct étranger de plus de 18 millions de dollars. La présence de ces centres de formation crée environ 160 emplois directs. L'OACI a tenu en mars 2010 un symposium international portant sur la nouvelle génération de professionnels de l'aviation. L'organisation a alors indiqué que la croissance anticipée de la demande mondiale en matière de formation est forte, voire critique. Dans ce secteur, le Québec occupe une position privilégiée. Les conditions climatiques variées, la pratique de l'anglais et du français, la qualité des installations et des formations et la facilité d'obtenir des visas étudiants permettent au Québec de se positionner parmi les hauts lieux de formation à travers le monde. De plus, nulle part ailleurs au Québec, on ne forme plus de pilotes francophones qu'à l'aéroport de Saint-Hubert. Les activités ayant lieu à cet aéroport s'inscrivent dans la lignée des combats qu'ont menés des pilotes québécois pour revendiquer l'accès au marché du travail. Le conflit opposant un groupe de citoyens aux opérateurs aériens à Saint-Hubert est principalement lié à un problème de gestion du territoire et d'urbanisation. La contestation actuelle est clairement le fruit d'une urbanisation qui n'a pas tenu compte de la réalité aéroportuaire. L'industrie du transport aérien ne peut se permettre de faire les frais de ce manque de planification et de vision. Les autorités municipales doivent se doter des outils nécessaires à la planification responsable du développement urbain actuel et futur afin de permettre la cohabitation. Ainsi, afin d'assurer la pérennité du développement de l'industrie du transport aérien et de l'aérospatial au Québec, il est primordial de dresser la table pour une cohabitation harmonieuse entre les résidents et les exploitants aériens. Il faut donc s'assurer de mettre de l'avant un aménagement respectueux des activités économiques reliées à l'aviation. À l'article 2 de l'avant-projet de loi sur l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, il est clairement indiqué que les autorités chargées de l'aménagement du territoire s'emploient à favoriser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du territoire québécois. Elles doivent soutenir par des mesures d'aménagement et de développement du territoire les efforts qui sont entrepris afin de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement, aménagé, sécuritaire et favorable à l'habitat, à la santé publique et à l'exercice des activités économiques. Nous sommes d'avis que ce principe ne peut pas être atteint sans tenir compte des directives de l'OACI et de Transport Canada en matière de gestion des terrains et de l'utilisation des terrains au voisinage des aéroports. Bien que l'aménagement durable du territoire soit sous la responsabilité du gouvernement du Québec, des communautés métropolitaines, des municipalités régionales de comté et des municipalités locales, et que le transport aérien soit sous la juridiction exclusive du gouvernement fédéral, il faut reconnaître l'importance d'assurer une intégration harmonieuse des infrastructures et des activités liées au transport aérien dans les collectivités. L'avant-projet de loi sur l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme est pour la QTA une opportunité de souligner l'importance des diverses instances compétentes et d'intégrer des considérations fondamentales. Ainsi, il est primordial de tenir compte non seulement du transport aérien, mais de l'intégration de tous les modes de transport, on parle donc routier, maritime et ferroviaire. Nous proposons donc d'ajouter une mention à l'article 2 qui permettra de refléter cette dynamique. Parmi les fins indiquées à l'article 2, paragraphe 2, nous proposons ceci.
de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé, sécuritaire et favorable à l'habitat, à la santé publique, aux différents modes de transport et à l'exercice des activités économiques. Cet ajout doit également être reflété, lorsqu'approprié, dans l'avant-projet de loi, pour faire en sorte que les communautés métropolitaines, les municipalités régionales de comté et les municipalités locales prennent en compte l'importance de maintenir une cohabitation harmonieuse avec les différents modes de transport, ayant ainsi assuré le maintien des services nécessaires au développement économique et social des collectivités. Bien que l'aménagement du territoire et le transport aérien ne soient pas sous la même juridiction, il est important de tenir compte des directives mises de l'avant par Transport Canada pour assurer une cohabitation harmonieuse des terrains avoisinant les aéroports. La sensibilisation des diverses instances compétentes en aménagement permettra d'éviter que des situations comme celles qui prévalent aux aéroports de Saint-Hubert et Mascouche se reproduisent. Nous proposons que l'avant-projet de loi sur l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme souligne l'importance de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé, sécuritaire et favorable au transport aérien, ainsi que tous les autres modes de transport. Je vous remercie. Merci, M. Lippé. Maintenant, nous sommes à la période d'échange. Monsieur le ministre. Oui, merci, M. Lippé, de la présentation de votre mémoire. On n'entend pas assez souvent parler du transport aérien, de la formation, de l'impact autant national qu'international. Évidemment, on voit bien que c'est générateur aussi de conflits, comme vous le dites. C'est complexe. Vous avez mentionné quelques exemples, juste pour ceux qui nous écoutent. Exemple, c'est une responsabilité partagée, qu'on pourrait dire, entre l'utilisateur et ceux qui ont la responsabilité d'aménagement du territoire. Exemple, à Mascouche, près de la 40, donc il y avait un corridor dans lequel on pouvait circuler, donc ça c'était prévu. Ils ont décidé de faire un quartier résidentiel. Ils ont changé le tracé, ils ont décidé d'en faire un deuxième. Donc, c'est générateur nécessairement des usages. Alors, je ne sais pas s'ils tiennent probablement compte des rayons concentriques pour la gestion de la nuisance, mais d'évidence, là, c'est un problème d'aménagement versus les utilisateurs. Du côté de Saint-Hubert, oui, c'est vrai que vous étiez nulle part en 1900, très loin, 27. Sauf que probablement, ils n'ont pas prévu en 27 de devenir l'école de pilotage international destinée aux francophones, ce qui veut dire une augmentation des usages des petits véhicules aussi. Donc, il y a quand même des petits avions qui font plus de bruit que d'autres. Alors, nécessairement, même si c'est bien planifié, de quintupler, même je n'exagère pas, quasiment 300 fois supérieur à ce qui était l'utilisation, amène un lot de contraintes. Alors, peut-être que technologiquement, comme vous dites, un jour, on réglera le fait que l'avion est moins bruyant. Ça sera donc une diminution de gestion de conflits à la source. Et vous avez comme exemple, lac à la Tortue, où est-ce qu'on utilisait donc le lac à la Tortue, et on s'est déplacé sur la rivière Saint-Maurice. Donc, on dit une nuisance connue, comprise, bon, acceptée ou contestée, mais le déplacement amène une nouvelle source de... Alors donc, on essaie de voir comment, puis outre le fait que ce soit juridiction fédérale, provinciale, lui qui est dans sa maison, là, il s'en sac un peu. Il commence pas à se demander si c'est municipal, fédéral, provincial, international, local. Il disait, il passe, puis ça fait du bruit. Alors donc, comment, mais ça démontre une chose, par exemple. Quand on n'en tient pas compte, c'est générateur de très grands conflits. Quand on en tient compte, on peut être capable de diminuer, ou en tout cas les impacts qu'ont les opérations aéroportuaires ou même portuaires, dépendamment, là, parce qu'on a eu des représentations là-dessus. Le libellé, dans le texte, on a quand même quelques éléments qui permettent de prendre en considération. Est-ce suffisant? Est-ce que c'est est-ce qu'il faut rajouter les différents modes de transport? Tout le monde a bien compris que le transport, ça génère des conflits. Hein, c'est plus que simplement. Tantôt, on avait les carrières sablières, la CHGTQ. Oui, on a des vieilles installations, mais on les a pour longtemps. Mais nécessairement, ça génère du transport. Il n'y a pas de conflit parfait. On va essayer de voir comment, à l'intérieur, on peut donner... on dit tout le temps, on essaie de créer de la connaissance, mais il semble que la connaissance fédérale sur la gestion des nuisances dans les centres urbains, elle est connue.
Absolument. Et je dois vous dire que je vous parlais du document de Transport Canada. Vous savez, les normes scientifiques à cet effet sont très évoluées. Il est maintenant possible pour une municipalité d'avoir de prendre des consultants experts qui vont être capables de délimiter des courbes de son qu'on appelle les courbes NEF et qui vont délimiter l'aéroport au complet, dans lesquelles ils vont pouvoir prédire où les habitations pourraient y être. Et ces courbes-là, on peut même extensionner pour les 20 prochaines années, en considérant l'augmentation du volume des vols. Donc, c'est possible pour une municipalité de faire appel à ces experts en gestion du bruit. Et c'est vraiment une science particulière et on va être capable de délimiter les courbes de son qui peuvent être nuisibles à la santé. Évidemment, mes membres, donc les transporteurs aériens, ne sont pas insensibles au bruit généré par leurs appareils. Lorsqu'on parle des petits appareils, surtout, je vous ai parlé de l'OACI et des critères pour la réduction du bruit, pour la cohabitation. Le premier, c'est l'appareil. Évidemment, pour les petits appareils, c'est peut-être moins facile de faire une réduction du bruit, mais on aura remarqué que le deuxième critère est bien l'urbanisation, l'aménagement du territoire. Alors, l'OACI, avec leurs grandes compétences en la matière, ont pu isoler que c'est vraiment par ces moyens-là qu'on peut éviter. Évidemment, où le dommage est déjà fait, c'est une autre dynamique qui devient difficile de revenir en arrière et de demander aux gens qui y habitent de déménager. C'est pas ça qui est demandé. Vous remarquerez également que pour l'OACI, la dernière mesure, c'est vraiment la restriction des opérations et c'est ce qui, malheureusement, et on dirait la première technique employée par les autorités pour réduire le bruit. Donc, ils vont réduire systématiquement l'accès des transporteurs, des utilisateurs aux pistes. Alors, au lieu de commencer par le début, on commence par la fin. Alors, c'est ce qui pourrait être évité, nous croyons, si l'aménagement était plus approprié dans ce sens-là. Je dois remarquer l'exemple concret de l'aéroport Trudeau, Montréal-Trudeau, qui a fait des choses spectaculaires avec sa courbe NEF, qui l'a réduit. Alors, en déplaçant certains vols, en pouvant utiliser certaines techniques, ils ont réussi à réduire l'exposition des citoyens au bruit. Il en aura toujours, mais ils ont quand même appliqué vraiment une gestion proactive de la gestion du bruit, et c'est ce qui est favorisé par notre association et par l'OACI également. Ça doit fonctionner parce qu'ils ont augmenté les volumes de façon significative. Tout à fait. Je ne sais pas si on n'a pas eu de témoignage en ce sens, mais là, vous nous donnez l'occasion de le présenter. On nous a souvent parlé d'une politique de consultation qu'on a dans la loi. On dit maintenant aux utilisateurs, à savoir la connaissance d'augmentation d'activité. Est-ce que la population dans le secteur Saint-Hubert est bien au fait de toutes les projections pour les 20 prochaines années? Nous autres, on projette pour les 20 prochaines années, là où on va construire des maisons, là, on n'en construirait pas. Est-ce que les plans d'affaires des entreprises sont aussi orientés de la même manière, qu'on connaisse bien les... Je pourrais pas, écoutez, je ne suis pas expert en la matière, mais en développement et en construction, mais je peux imaginer que les prévisions à cet effet ne sont pas aussi longues. Alors, c'est ce qui peut peut-être miner cet effort-là. L'aéroport lui-même, évidemment, est source de bruit, on le sait. L'aéroport, avec le temps, on espère avec le temps, on en parlait avec les aéronefs, seront tout à fait silencieux. C'est peut-être pas pour demain. Évidemment, pour les constructions, pour les nouveaux projets résidentiels, il devient difficile pour nous de prévoir à ce moment-là qu'est-ce qui peut arriver. Mais c'est certain qu'avant toute installation ou tout nouveau projet résidentiel, évidemment, on parle de résidentiel, mais il y a peut-être d'autres, les axes commerciaux, industriels, on parlait de Montréal-Trudeau, il y a bien des installations qui ne souffrent pas de cette proximité, mais on comprendra que dans le résidentiel, ça peut être très complexe. Moi, je n'aurais pas d'autres questions, à part qu'on est sensible à la notion d'aménagement et de tout ce qui se fait. Si vous avez la documentation fédérale et si vous avez la chance de l'envoyer, dans le fond, on va éviter de refaire les outils. Je l'ai avec moi si vous voulez, M. le ministre. On va le prendre. Merci beaucoup, M. Lipé. Merci, M. le ministre. Maintenant, au tour du député de Blainville, porte-parole en matière d'affaires municipales. Merci, M. le Président. Justement, parlant de cette documentation-là, ce serait peut-être intéressant de la déposer à la Commission, M. le Président, qu'on puisse en prendre connaissance. Ce serait sûrement intéressant. D'ailleurs, vous parlez de ce traité-là ou de cette convention de Chicago et vous dites que déjà, il y a des endroits, je pense autant aux États-Unis qu'au Canada, où on l'a inclus
dans le plan d'aménagement de territoire au Canada? À quel endroit, entre autres, avez-vous des idées? La province de la Colombie-Britannique a, entre autres, introduit dans leur réglementation concernant les municipalités le traité de l'OACI. Pour les États-Unis, vous m'excuserez, je ne suis pas expert en la matière, mais je sais que la Colombie-Britannique l'a fait. Et évidemment, ils sont très sensibles à cette dynamique-là. Donc, ça pourrait être une des pistes, en tout cas, de solution, de pouvoir, dans les orientations, peut-être le mettre en référence, comme vous disiez tantôt, là, qu'on s'y réfère, puis qu'on lui, effectivement, donne un peu plus de notoriété, si on peut dire. Écoutez, évidemment, c'est sensiblement, j'écoutais tout à l'heure nos gens avec des infrastructures, que ce soit des sablières, des carrières. On a eu le réseau des chemins de fer, on a eu les gens des ports du Saint-Laurent. Puis la problématique est souvent la même. Et dans le cas des aéroports, non seulement il y a le bruit des aéronefs, mais aussi, souvent, vous le mentionniez en dernier, et souvent il peut y avoir une zone industrielle à côté, qui elle aussi va créer du transport, du camionnage, enfin, on pense au cargo, à tout ce qui peut se transporter, ou en tout cas aux marchandises, du moins, là, que ça peut... toute l'activité économique dont ça peut engendrer. Donc, évidemment, l'importance de prévoir un aménagement qui est en fonction d'eux. Et j'aime bien quand même faudra voir, c'est un petit ajout, mais c'est un petit peu, à mon sens, ce que vous suggérez à l'article 2, de dire, aux différents modes de transport, et là, si mon collègue de maçon était là, je suis sûr qu'il vous parlerait de Mascouche, où on nous disait encore récemment que non seulement il y a des projets domiciliaires, mais il faisait référence à des condominiums qui, finalement, sont construits. Si on regarde, c'est peut-être un peu exagéré, mais grosso modo, ce qu'on a compris, c'est que si on regarde d'un côté, il y a le futur train de l'Est, de l'autre côté, il y a l'autoroute, puis de l'autre côté, il y a l'aéroport. Alors, je pense que dans cette dynamique-là, il y a une problématique sérieuse et ça nous fait bien sourire, mais en réalité, les gens qui vont aller habiter là vont sûrement être les premiers à se plaindre. Je trouve ça quand même très particulier que dans le cas de Mascouche, je pense qu'actuellement, si je ne me trompe pas, là, la municipalité voudrait transformer ces terrains-là, je pense, plus en zone résidentielle, donc voire à la disparition de l'aéroport. Là, je voulais vous demander votre opinion. J'imagine que vous êtes en défaveur de ce projet-là, mais surtout peut-être les impacts aussi, parce que des fois, on se dit, il suffit de se débarrasser, mais j'imagine qu'il va y avoir des impacts. Tantôt, vous parliez d'emploi du côté de Saint-Hubert. Je sais pas, peut-être vous pourriez nous dresser peut-être un petit tableau qu'on comprenne mieux la situation. Écoutez, il est clair à l'OQTA que nous ne voulons pas de fermeture d'aéroport. Je sais qu'à l'époque, on avait semblé dire que l'aéroport était là pour certains individus très riches et c'était un hobby. Et évidemment, je vais démentir cette information. Chaque aéroport dans toutes les régions du Québec est un moteur économique important. Il y en a des plus importants que d'autres. On a parlé de Saint-Hubert. Mascouche, toutefois, a de l'activité économique. Il ne faut pas la négliger. Cette activité-là a la possibilité de croître et devenir importante pour cette région-là. Il ne faut pas fermer les aéroports. Bien que la tentation est forte, les terrains sont bien situés. Souvent, ils sont énormes et il y a beaucoup de place. Et la raison pour laquelle c'est qu'on sait très bien que ces activités-là peuvent causer du bruit. Et évidemment, pour des raisons de sécurité. Il faut s'abstenir d'aller trop rapidement et de sauter aux conclusions en disant cet aéroport-là est peut-être sans importance. Et peut-être le meilleur exemple, c'est celui de l'aéroport de Saint-Hubert, qui aurait cru il y a 20-25 ans que l'aéroport de Saint-Hubert serait aujourd'hui un des pôles de formation essentiel. Vous savez, on est en train de former, on forme beaucoup de pilotes qui viennent de l'Asie. Ils viennent vers nous parce qu'ils n'ont pas les compétences là-bas. Donc, Mascouche va peut-être devenir cet établissement-là un jour. Il y a peut-être d'autres activités économiques qui vont être générées. Un aéroport est un pôle d'activité économique. Il ne faut pas le sous-estimer. Et justement, faut éviter de céder à la tentation d'avoir ces beaux terrains. Moi-même, qui est amateur d'aviation et qui les regarde passer, j'ai même mes bureaux à l'aéroport de Québec et à l'occasion, je sais que mes patrons vont écouter ceci, je regarde peut-être à l'extérieur pour voir les aéronefs défiler à l'occasion, mais est-ce que je vivrais dans un axe de piste?
Sûrement pas. Et c'est là où les problèmes se retrouvent, dans les axes de piste. C'est là où c'est le plus bruyant. C'est là où les aéronefs vont décoller et atterrir. Et c'est là qu'on a le plus de problèmes. Donc, que ce soit Mascouche, que ce soit Saint-Hubert, que ce soit tout autre aéroport au Québec, on doit conserver ce patrimoine qui est important pour l'économie du Québec. Vous, j'aurais une autre question sur Mascouche, parce que tantôt, vous mentionniez, dans le cas de Trudeau, Montréal-Trudeau, qu'on avait réussi, grâce aux courbes NEF, là, à faire quand même du bon travail, considérant le fait que il y avait déjà des résidences à proximité quand on a fait l'agrandissement. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible d'améliorer les situations à Mascouche et à Saint-Hubert, même dans l'état actuel des choses, en utilisant des courbes NEF? Est-ce qu'il y aurait possibilité, selon vous, d'améliorer les situations? Évidemment, vous l'avez dit, le numéro 2, c'est l'urbanisation. Il faudrait aussi qu'on soit conséquent dans les gestes, puis pas aller construire juste à côté, là, mais... C'est certain que, bon, je vais prendre l'exemple de Saint-Hubert, puisque vous le mentionnez, c'est certain que lorsque les propriétés sont construites, on vient de se limiter dans nos actions. Bien que Montréal-Trudeau a eu la capacité de le faire, vous savez, j'ai mentionné l'axe des pistes, dont l'axe dans lequel les avions vont pouvoir décoller ou atterrir. Présentement, à l'aéroport Saint-Hubert, les problèmes sont vécus par les citoyens qui habitent justement dans l'axe de cette piste-là. Est-il possible de faire des choses? Je ne suis pas expert en la matière, il faudrait peut-être vérifier, mais c'est certain que les courbes NEF sont là pour aider. Il y a sûrement de la gestion opérationnelle. C'était le troisième point de l'OACI. Alors, on parlait des caractéristiques des aéronefs, de l'urbanisation, il est trop tard dans ce cas-ci. Et pour les caractéristiques des aéronefs, je pense qu'on devra attendre avant qu'un Cessna 182 fasse moins de bruit. Alors, c'est peut-être pas pour demain. Le troisième axe, c'est justement la gestion opérationnelle, dans laquelle on peut peut-être partir plus loin en fond de piste, les faire monter plus rapidement, les faire prendre un autre trajet plus rapidement, pour essayer d'éviter le bruit au-dessus de certaines zones sensibles. C'est pas facile, parce qu'évidemment, il y a certaines choses qu'un appareil peut faire, d'autres non. Alors, ça dépend toujours de la performance des appareils. Évidemment, c'est toujours la sécurité qui est notre priorité numéro 1 en aviation. Donc, oui, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent être exécutées. Ce que nous ne voulons pas, évidemment, à l'OQTA, c'est qu'on emprunte l'axe qui était la dernière solution de l'OACI, c'était vraiment des restrictions à l'utilisation, et c'est ce qui s'est produit à l'aéroport Saint-Hubert. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Je pense qu'il y a d'autres façons de s'entendre, de discuter par des comités de gestion de bruit, entre autres, pour essayer de trouver des solutions. Vous soulevez la question m'est venue comme ça subitement, là, ça m'arrive. Vous soulevez le point de la sécurité, puis on n'est pas là pour apeurer personne, là, mais il doit y avoir des normes minimales. Ne serait-ce que, malheureusement, on ne veut pas qu'un avion tombe, là, ne serait-ce que même si c'est un petit Cessna. J'imagine qu'il y a des normes minimales qui doivent être, à la limite, là, respectées. Est-ce que ce sont respectées, ces normes-là, quand on vient construire des habitations à proximité? Tout à fait. Vous savez, le site d'un aéroport est indépendant là, du reste de la municipalité. Et lorsqu'on parle de projets domiciliaires qui sont peut-être affectés par le bruit, ils étaient à l'extérieur de la zone approuvée de cet aéroport-là. Donc, il n'y a pas de risque pour la sécurité. Alors, évidemment, on ne peut pas avoir des aéroports qui font 20 km de chaque côté pour isoler. Prenez Montréal-Trudeau, vous savez, on est vraiment dans un îlot. Saint-Hubert également est devenu cet îlot-là. Donc, on est entouré de résidences, mais tout est respecté en termes de réglementation, absolument. Vous l'avez soulevé à plusieurs reprises, évidemment. Tout ce qui est aéroportuaire, le Québec n'est pas souverain, mais pas plus non plus en matière d'aéronefs et d'aéroports. Je terminerai juste en disant, ce qui est quand même aberrant, c'est que l'aéroport qui est le plus éloigné, qui respecte le plus les normes que vous venez de mentionner, n'est pas utilisé à rien, et c'est l'aéroport de Mirabel, alors que lui correspondrait probablement à tout ce que vous souhaitez que ça corresponde. Alors, on va souhaiter au moins, puis j'entendais quand même la volonté du ministre, là, que dans les orientations, on fasse prendre conscience aux municipalités de cette réalité-là. Puis moi, je pense qu'il faut aller quand même un peu plus loin. C'est sûr qu'on peut pas leur imposer, c'est pas du mur à mur, on comprend ça, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une conscience, parce qu'on a vu, je vous dirais, on a vu des photos il y a 2 semaines, juste dans le coin de l'est de Montréal, où ça aussi, c'était assez extraordinaire de voir ce qui s'y passait ou ce qui s'y était passé, parce que souvent,
C'est déjà là maintenant, c'est fait. Et comme on le mentionnait, autant le ministre que moi, on peut presque pas revenir en arrière, mais je pense qu'on doit aujourd'hui, dans une optique de développement durable, puis c'est le but, entre autres, du projet de loi, de faire en sorte que dans le futur, ces erreurs-là ne se reproduisent pas. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacé, d'avoir répondu à nos questions, et ce sera fort utile lors de l'étude, sûrement, du projet de loi. Merci. Monsieur Lippé, merci beaucoup pour votre mémoire et bon retour à la maison. Je suspends quelques instants